Bonjour, merci à toi de prendre ce temps pour échanger ensemble dans les locaux de Solidarité Internationale. Donc on est là aujourd'hui pour parler de Mayotte et notamment des conséquences humanitaires suite au passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024, mais également de la crise de l'eau qui sévit à Mayotte depuis 2022, année au cours de laquelle Solidarité Internationale a décidé d'ouvrir une mission là-bas. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour Claire. Donc moi, je m'appelle Manon Gallego. Je coordonne les actions en France pour Solidarité Internationale depuis 5 ans, presque maintenant. On a ouvert des activités sur les territoires français depuis mars 2020, au moment du confinement et de la crise de la Covid-19. Ce qu'on a découvert au moment du confinement, c'est que ce qui est la petite portion de la population qui vit sur le sol français, qui est en grande précarité, a un accès très largement insuffisant à l'eau potable, vit dans des conditions sanitaires tant dans leur habitation que dans leur lieu de vie en général, qui sont extrêmement dégradés. Or nous, dans notre pratique humanitaire, par exemple, si on intervient sur ce domaine d'activité de l'accès à l'eau dans un camp de réfugiés, on va avoir un nombre de points d'eau par rapport à la population qu'on doit desservir. Et bien ça n'existe pas. En revanche, il n'y a pas dans le réglementaire ou le légal français de définition du nombre de points d'eau pour répondre aux besoins des personnes qui n'ont pas de raccordement à leur domicile ou à leur lieu de vie. Par exemple, ça n'existe pas. Donc on est choqués. Et c'est cette place qu'on a décidé de prendre à la fois en devenant opérateur, en donnant accès à ces personnes qui sont sans accès à l'eau, mais aussi en accompagnant les pouvoirs publics à différentes échelles pour prendre en compte cette question et améliorer leurs pratiques. Nous, en tant qu'ONG, on intervient aussi à Mayotte dans ce cadre de la Mission France Oui. depuis 2022. Pour quelles raisons, à partir de quel constat nous a semblé nécessaire d'apporter notre aide sur ce territoire d'outre-mer ? On s'est rendu compte aussi de discrimination quasiment systémique entre les territoires français hexagonaux et les territoires ultramarins, à plein de niveaux, à plein d'égards, dans beaucoup d'indicateurs socio-économiques, ils se ressentent, mais également sur les questions de l'eau. Ce qui nous a fait, nous, vraiment cibler la zone de Mayotte, c'était les indicateurs sanitaires. Donc, on a regardé finalement des indicateurs de taux de maladies hydriques tels que le nombre de diarrhées des enfants de moins de 5 ans, le nombre de fièvres typhoïdes, les épisodes de choléra. On a pu constater que les taux étaient supérieurs à Mayotte. Il faut savoir qu'une île, par essence, a très peu de ressources souterraines en eau. Donc il y a un problème de quantité d'eau brute disponible pour produire une eau potable. À l'heure actuelle, ces 2 retenues collinaires et les forages ou captages qui alimentent les usines d'eau potable à Mayotte ne suffisent pas à répondre aux besoins d'une population qui habite Mayotte, que ce soit sur grande terre ou petite terre. Mais en fait, tout ça, c'est destiné aux personnes qui sont raccordées au réseau d'eau courante potabilisée. En fait, les personnes à qui nous, on va s'adresser, c'est des personnes qui sont exclues, non ? Il y a toute une partie de la population qu'on estime près de 30% quand même, qui n'a pas de raccordement domiciliaire à l'eau potable. Et eux vont avoir différentes solutions et différentes situations, c'est relativement varié, pour s'approvisionner en eau. On va avoir des gens qui vont à des bornes fontaines qui sont monétiques, donc avec une carte, et qui va leur permettre de puiser de l'eau, de le mettre dans un contenant et de le ramener à leur domicile. Il y a d'autres personnes qui utilisent soit des infrastructures un peu communautaires, donc des puits, et puis les plus précaires, finalement, utilisent et consomment de l'eau de surface, souvent dans les rivières. Puis pour tout ce qui est usage extrêmement consommateur en eau, on va aller en rivière et on va aller faire la vaisselle, la lessive, se laver, laver l'ensemble des membres de sa famille
en rivière. Et ça a des conséquences à la fois très risquées d'un point de vue sanitaire. C'est le moment où des contaminations d'un point de vue maladie hydrique peuvent se transmettre et de manière très rapide, se transmettre à l'environnement et entre les personnes. Et puis, ça a des conséquences très importantes sur les cours d'eau et sur les écosystèmes de ces cours d'eau. Nous, par rapport à ce que tu dis là, qu'est-ce qu'on a mis en place en fait depuis 2022 On a choisi de travailler un peu dans cette approche vraiment globalisante sur sécuriser parfois des sources d'eau consommées qui ne sont pas qui sont à risque, doter les personnes de moyens et d'explications de prévention en santé en leur apportant des moyens de potabilisation à domicile ou de sécurisation de cette eau qui va être consommée par des pastilles de chlore, par exemple, par des contenants qui vont être de meilleure qualité. L'intérêt de Solidarité Internationale, c'est vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice, d'accompagner les personnes les plus précaires, mais aussi de travailler à une transformation du regard sur ces enjeux par les collectivités locales, de leur apporter des solutions et de les co-construire ensemble. Donc là, en décembre dernier, par-dessus cette crise de l'eau, s'est ajouté ce cyclone Chido qui a vraiment tout balayé sur son passage, arraché une grande partie des bangas, ces habitations dans les bidonvilles, ces habitats précaires, qui a même fait s'envoler des toits de maisons en dur. Enfin, vraiment, ça a eu des conséquences assez dramatiques pour l'île et pour ses habitants. Les équipes de terrain, toi, tu n'étais pas sur place quand c'est arrivé, mais tes collègues, est-ce qu'ils t'ont raconté un peu comment ils l'ont vécu ? C'était extrêmement violent. C'était quelque chose sur lequel personne n'était prêt. Les individus, les institutions, il y a eu vraiment un grand choc de l'ampleur de ce cyclone, de la violence de ces vents, de voir finalement cet habitat, mais aussi les arbres. Toute l'île était ravagée. C'est comme si c'était un raz-de-marée. Il n'y avait plus rien qui tenait debout. Même effectivement, les habitats en dur ont été impactés en grande partie sur les toitures. Et nos collègues étaient extrêmement choqués. Pour certains, sont allés se mettre à l'abri dans les centres de mise à l'abri dans les écoles avec leurs familles. Nous, on se préparait du coup à voir avec qui on pouvait venir les renforcer, parce qu'on sait que ces moments-là où on est impacté soi-même personnellement, c'est très difficile aussi de pouvoir agir dans la durée. Il faut qu'on ait à un moment une capacité de pause et de prendre soin de soi et de son logement et de ses proches et de sa famille. Et du coup, tout l'enjeu a été très vite d'organiser un peu une relève ou un renforcement de l'équipe, tant d'un point de vue matériel que humain, avec le déploiement. Et donc moi, je suis partie avec 3 autres personnes qui sont des spécialistes dans les questions d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et donc concrètement, quelle a été votre réponse d'urgence à Mayotte ? Donc dans les premiers jours, on a d'abord visité des centres d'hébergement d'urgence où on savait que des personnes qui habitaient les quartiers sur lesquels on intervient étaient allées se mettre à l'abri pour voir quels étaient leurs besoins dans ces lieux et ces centres d'hébergement. On a distribué du coup du matériel d'hygiène, du savon, des pastilles de chlore pour les accompagner, des seaux, des contenants, pour qu'ils puissent avoir de quoi boire et mettre en œuvre une hygiène sur ces lieux-là. Et puis rapidement, on est allé retourner dans ces quartiers sur lesquels on intervient pour faire état de la situation, voir à quel point les infrastructures avaient été endommagées ou pas. Les nôtres ou ces fontaines type bornes fontaines monétiques ou rampes de distribution qui sont installées par le service d'eau potable pour voir quel était l'état des lieux de la situation, pouvoir le faire remonter aux autorités compétentes et apporter des éléments de réponse et de réparation sur ces infrastructures. À l'heure actuelle, on dessert
à peu près une population de 10 000 personnes. On parlait de risques sanitaires. Vous avez beaucoup alerté le grand public via les médias, notamment d'une peur de résurgence du choléra ou d'autres maladies hydriques. Est-ce que cette peur, elle existe encore aujourd'hui ? Alors cette peur, elle existe de manière continue à Mayotte et on a vraiment une situation qui, même avant le passage du cyclone, est très dégradée et peut être source de contamination extrêmement forte sur des maladies hydriques, notamment le choléra, dont voilà, on a eu un épisode en 2024. Ce qui va être un moment charnière, c'est vraiment cette phase de la post-urgence. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup d'acteurs qui sont arrivés sur le territoire de Mayotte, qui sont venus intervenir et fournir une aide d'urgence. Mais il va y avoir un enjeu au moment de leur départ, de voir comment finalement des accès qui avaient été améliorés en santé, en accès à l'alimentation par exemple, aux distributions alimentaires et à l'eau potable, vont finalement se dégrader avec le départ de ces acteurs. Et là, on aura un moment d'attention un peu particulière, de surveillance des zones sur lesquelles on intervient, mais aussi des autres, pour voir si des flambées épidémiques n'apparaissent pas sur ces lieux-là. Et donc maintenant, ça va être quoi la suite pour la mission de solidarité internationale à Mayotte? Vous avez recruté du monde. Est-ce que vous allez élargir votre champ d'action? Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite là? Du coup, depuis le cyclone Chido, on a doublé, je dirais, de quartiers dans lesquels on intervient. Donc on a continué les actions d'urgence et on va reprendre les actions, disons, plus classiques, plus régulières sur les zones sur lesquelles on intervenait avant Chido. Mais en plus de ça, on intervient depuis le cyclone dans d'autres quartiers sur lesquels on a pu, par ce renforcement humain, financier et matériel, du coup, démultiplier les actions qu'on avait. L'important est maintenant de passer à une phase de stabilisation et de poursuivre les actions de manière coordonnée avec nos pairs. Est-ce que tu dirais que le cyclone Chido a mis en lumière la crise déjà existante à Mayotte de l'eau ? Je ne sais pas spécifiquement sur l'eau. En tout cas, ça a mis en lumière un territoire qui est quand même extrêmement fragile et vulnérable, dans lequel il y a une grande partie de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec voilà, des indicateurs socio-économiques qui sont quand même très alarmants pour un département français. Et je pense que si Chido a permis de montrer quelque chose, c'est cette réalité-là des difficultés qui sont vraiment structurelles dans ce territoire, d'une pauvreté et de services publics et de services essentiels qui sont en difficulté de répondre aux besoins de cette population. Merci beaucoup. Merci.